La nuit s'installe dans la ville froide. Martin Lagacé et Sonny McClemens doivent vider toutes les stations de métro avec leurs collègues de la Société des transports de Montréal. Nous passerons toute la nuit avec les constables. Ça commence à Saint-Laurent. À minuit, normalement, on arrive pour une pré-fermeture en station. C'est de préparer les usagers, les personnes qui restent couchées sur les bancs, à trouver un endroit pour dormir ce soir. La station va fermer dans pas trop long. Sais-tu où aller à soir? Ah, c'est Mirlande. Je suis content de t'avoir. Jusqu'à présent, ça se passe bien. Les gens collaborent. Mais plus la nuit avance, moins il y a de place dans les refuges. C'est la rue qui les attend. Les constables arrivent à la station Bonaventure. Ici, on ne peut plus cacher la misère. On arrive dans le couloir du Centre Bell. Il y a énormément de gens qui dorment au sol. C'est plein. Ils se réfugient là parce que c'est plus chaud. Malgré les efforts des employés d'entretien, l'odeur d'urine est imprégnée dans ce corridor. Moi, tous les soirs que je ferme Bonaventure, je veille à ce que tout le monde soit correct, voir si tout le monde respire. La station ferme. Il est pacté quelque chose dehors. Là. Tu vas-tu être correct avec tes sacs, mon ami? Tes oranges puis tout, là? Ah oui, viens-t'en! Depuis 3 ans, je vois l'évolution, puis c'est de mal en pis. L'année passée, il y avait un certain nombre je dirais quasiment de résidents. Puis cette année, c'est doublé. Là. Je vais vous laisser veiller les uns sur les autres. Là. Avant, Martin travaillait dans un institut psychiatrique. Il sait que itinérance n'égale pas nécessairement dépendance ou violence, mais parfois, plusieurs de ces facteurs s'additionnent. Et c'est la nouvelle réalité que doit gérer le grand patron de la sécurité dans le métro. À cause des enjeux de sécurité, quand même, il faut être réaliste, les chiffres sont là et le démontrent. Le nombre d'appels et d'interventions des constables spéciaux qui sont passés dans les environs de 36 000 en 2021 à plus de 58 000 en 2024, ce qui est quand même une augmentation de près de 60 %. La première chose qu'on voit, c'est une avalanche de seringues ou d'articles de consommation de drogue qui sont laissés un petit peu partout. Ça peut être sur les bancs, ça peut être dans les corridors, ça peut être au sol, mais ça peut être également beaucoup sur les voies, ce qui oblige à faire des arrêts de service pour faire de l'entretien, récupérer des seringues, et les employés à ce moment-là sont à risque de se blesser. Il y a quelques semaines, je vais donner un exemple, à la station Square Victoria, on a eu une personne intoxiquée qui est allée en tunnel, justement pour s'injecter possiblement. Il a fallu partir à sa recherche. Elle est revenue vers la station, confronter un employé qui était là en devoir, et cette personne-là a tenté de l'agresser avec une seringue. Moi, j'ai un collègue récemment, pendant une fouille, il s'est piqué avec une aiguille souillée. Donc là, automatiquement, tu es retiré une partie du temps des opérations, tu commences à entrer thérapie, tu ne sais pas à quel point ça va t'affecter. L'année passée, on a eu 358 employés qui ont été victimes d'agressions, soit de menaces ou de voies de fait dans le réseau. Ces gens-là, à ce moment-là, sont absents des longues périodes de temps. Je prends l'exemple de la semaine passée. 2 constables blessés gravement, un qui s'est fait casser un bras dans une porte tournante, un autre qui a eu des coups de poing au visage. Et moi, c'est quasiment 1 fois ou 2 fois par année que je suis arrêté pour une blessure au coude, une blessure au genou, une blessure au dos. Il y a des coûts astronomiques actuellement à ce qu'on vit, tant au plan humain qu'au plan financier. Et c'est là, je pense qu'on est rendu à la croisée des chemins. Il y a des décisions qui vont devoir être prises. Puis c'est pas normal qu'on doive dealer avec ce problème-là. On n'est pas prévu pour ça. On est une société de transport. Je te laisse te réveiller, OK? Le métro ne peut pas être le filet de sécurité de la Ville de Montréal lorsqu'il n'y a pas de place en hébergement ou il n'y a pas de place pour traiter les consommateurs. Puis si à soir, je te trouve rien, il va falloir que tu ailles au McDonald's ici, puis que tu prennes un petit café, puis que tu attendes que le métro réouvre, OK? Parce qu'à cette heure-là, ça va être difficile de trouver quelque chose, OK? Marie-Maude Denis, Radio-Canada, Montréal. Éric Cardwell, président du conseil d'administration de la STM, c'est très rare que le grand responsable de la sécurité soit si direct. Ça ne peut plus continuer comme ça. On est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, vous déposez un mémoire sur la question de l'itinérance et vous dites, on va le voir à l'écran, ne pas considérer le métro comme un refuge de dernier recours. Et vous recommandez l'ajout de 2 centres 24/7 à Berry-UQAM et Bonaventure. M. Cardwell, si on n'ouvre pas ces centres-là, qu'est-ce que vous allez faire pour que la situation s'améliore dans le métro de Montréal? Bien, force est de constater
que le métro est devenu, pour l'ensemble de la société, un refuge de facto. On le voit dans le reportage. On voit que nos constables spéciaux ont des comportements qui se rapprochent à ceux d'employer le refuge, c'est-à-dire la bienveillance, veiller à la sécurité, à rediriger les gens vers la bonne ressource. Donc là, c'est clair, là, il y a de plus en plus de gens qui trouvent refuge dans le métro. On ne peut pas se compter d'histoire. On ne peut pas penser que c'est une bonne solution à la crise des dépendances, à la crise de l'itinérance à Montréal. Et là, il faut réagir en captant à la source ces gens-là dans le réseau de la santé. Et pour ça, il faut accepter que ça ne peut pas être un plan B, le métro de Montréal. Présentement, c'est considéré comme tel. Okay. Et pour ça, il faut offrir un suivi puis des ressources comme celles qu'on réclame. Donc, vous dites l'ajout de 2 centres de 24/7 Berry. Parce qu'il faut comprendre que quand le métro ferme, ces gens-là, vos constables les mettent à la porte. Donc, vous dites qu'il faut qu'il y ait un endroit, parce que les refuges traditionnels sont pleins, il faut qu'il y ait un endroit où ils puissent aller passer quelques heures. Il ne faut pas considérer que le métro soit un de ces endroits de refuge-là. On le voyait dans le reportage, là, on est ouvert 20 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des gens qui viennent dans le métro qui n'en sortent que lorsqu'ils ferment. Ces gens-là devraient avoir une place ailleurs. Donc, c'est clair. Donc, notre recommandation, 2 centres 24/7, c'est pour lorsque le métro ferme, mais lorsque le métro est en opération aussi. Et à Bonaventure... Est-ce qu'il y a un projet concret pour ces 2 centres-là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Les 2 dont vous parlez, le Bonaventure, Berry, est-ce que c'est sur la table, sur la planche à dessin, ou c'est un vague rêve, là? Je sais que nos partenaires travaillent sur plusieurs solutions. Nos partenaires du réseau de la santé ou du domaine communautaire sont formidables. Ils font un job formidable dans la prise en charge de ces ressources-là. On en veut plus. Pour en vouloir plus, il y a un problème fondamental qui est la disponibilité des ressources pour opérer ce genre de centre-là. Donc, nous, l'appel qu'on fait, là, c'est-à-dire que il y a des gens qui ne sont pas pris en charge par le système, qui ne sont pas pris en charge par le réseau de la santé, qui se retrouvent dans notre métro et on considère que c'est une situation viable. Il faut les raccrocher. Pour ça, il faut avoir des endroits où ils peuvent aller, il faut avoir des soins cliniques appropriés. OK. Mais en attendant que ces endroits-là ouvrent, s'ils ouvrent, puis on l'espère, est-ce que les règlements pourraient être pas durcis, par exemple contre le flânage, pour tenter d'apaiser le lieu du métro de Montréal? On est en train de regarder justement avec notre réglementation actuelle les différents moyens de... On est en train de... Tout est sur la table. Des restrictions de mouvement, des endroits où on réduit les heures d'ouverture, un durcissement dans l'application de nos règlements. Est-ce qu'on n'a pas le choix? Est-ce que vous n'avez pas le choix de durcir les règlements et l'application? Il y a 800 000 personnes par jour qui prennent le métro de Montréal. On va se le dire. On déplace 800 000 personnes par jour. 800 000 déplacements par jour, c'est une fonction importante pour la métropole. Le danger, là, si on ne réagit pas à tous les niveaux, chez nous, chez nos partenaires, c'est qu'il y a des gens qui se désaffilient du métro. Là. Donc, je vous repose la question, M. Cardwell. Est-ce que... Oui, tout est sur la table, M. Roy. Est-ce qu'il y a un règlement qui est en train d'être rédigé pour être plus sévère, pour dire à ces gens-là, malheureusement, c'est plus ici que vous pouvez passer des heures? Il y a déjà, dans notre réglementation, quand on regardait le reportage, on voyait des gens qui étaient en infraction déjà à plusieurs aspects de notre règlement. Le problème, c'est que ces gens-là ont nulle part où aller, là. Il faut savoir trouver un endroit où on réfère ces gens-là. Le métro, c'est des portes tournantes, vous savez, là. C'est 68 stations de métro avec quelques entrées par station. Alors, quand bien même qu'on arrive avec une application plus sévère du règlement, ce qu'on regarde, ce qu'on considère, il faut quand même prendre conscience que le métro, c'est des portes tournantes et les clientèles vont revenir. Mais vous êtes d'accord avec le constat du grand responsable de la sécurité que le statu quo est impossible, là. On est à la croisée des chemins, dit-il, puis si on fait rien, votre clientèle va fuir le métro, là. C'est exactement le sens de mon appel aujourd'hui. On ne peut pas continuer comme ça. On peut, oui, avoir des solutions d'application réglementaire au durcissement dans notre réseau, mais ultimement, s'il n'y a pas une prise en charge... Monsieur Roy, là, il y a des gens qui se retrouvent dans le métro qui ne devraient pas être chez nous. Ils devraient être suivis par le réseau de la santé. Ils devraient avoir des soins cliniques. On a vu dans les journaux plusieurs témoignages de gens qui étaient largués dans le système, qui vivaient dans le métro. Moi, je ne pourrais pas offrir une solution de rechange à ces gens-là. Il faut quand même bien qu'on en développe. Et c'est un appel que je veux faire pour ces gens-là. Si ces gens-là trouvent refuge dans le métro, c'est un signe de notre bienveillance et de notre accessibilité. Puis quand bien même
qu'on trouve des solutions temporaires. On a besoin de solutions structurantes. Sans ça, comme je le dis, le métro sera des portes tournantes. Durcissement, ça pourrait être quand pour le règlement? On regarde plusieurs options sur la table avec nos partenaires, avec la Ville. Ceci dit, la situation hivernale est compliquée dans le métro de Montréal. On regarde des solutions aussi à plus moyen terme. Attendre qu'il fasse moins froid, c'est ce que vous dites, en fait. Mais ce que je dis, là, c'est que l'hiver prochain, là, on ne peut pas se permettre un hiver prochain comme celui qu'on vient de vivre. Quand on voit que le phénomène prend de l'ampleur, prend du volume, on ne peut pas continuer comme ça. On va suivre ça en priorité parce que c'est un problème qui touche beaucoup de gens, bien sûr. Éric Cardwell, merci d'être venu nous voir, président du Conseil d'administration de la STM. Merci.